Est-ce que vous saviez qu'il y avait une ferme de grillons dans le Kamouraska? Oui, oui, une ferme de grillons. Entomo DSP font l'élevage de grillons à Saint-Pascal. Donc, suivez-moi pour connaître toute cette aventure de fou. Alors, je suis en compagnie de Maxime Dionne, copropriétaire d'Entomo DSP, donc la ferme de grillons. Et là, Maxime, là, ma première question, là, pourquoi aller dans l'élevage de grillons? D'où c'est que ça sort, cette idée-là? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une entreprise populaire, hein? On n'en trouve pas dans toutes les municipalités du Québec. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu décides, toi et deux de tes amis, de partir dans un élevage de grillons? Bien, à la base, je dirais, c'est qu'on, sans même savoir au début qu'on allait aller vers l'entomoculture, soit l'élevage d'insectes en tant que tel, on visait aller vers le agroalimentaire. Ça, c'était déjà une sorte de porte qu'on voulait s'ouvrir. Puis par la suite, c'était de voir un peu, non pas où ce que l'industrie est actuellement, mais où est-ce que ça en va. Puis là, c'est de plus en plus d'actualité de parler de tout ce qui est par rapport aux contraintes, le côté éco-responsabilité, de chercher à être plus productif avec moins de ressources. Donc, ça devenait tout simplement logique d'aller vers les insectes, chose qu'on voyait qui se développait beaucoup, non pas nécessairement en Amérique du Nord, mais en Europe. On entend de plus en plus parler. Il y a plusieurs pays qui commencent à être en tête de ligne puis à vraiment développer beaucoup de ce côté-là. Mais on sait quand même que c'est pas nouveau, la consommation d'insectes. Hein? Ça fait plusieurs années que certaines cultures consomment les insectes. Et là, tout d'un coup, au Québec, apparaît la consommation d'insectes. Est-ce que c'est à cause qu'on entend de plus en plus parler la diminution de la consommation de viande rouge, ces choses-là qui changent dans notre menu alimentaire, fait en sorte que ça devienne de plus en plus populaire dans les pays comme le Canada, les États-Unis ou peu importe, là? Bien oui, ça c'est sûr. Le consommateur, on voit que ça fait une grosse différence, le fait qu'il soit de plus en plus conscientisé, qu'on comprend tout simplement, entre autres, la contrainte de la population mondiale qui grandit très rapidement puis qu'il faut trouver des alternatives pour se nourrir de façon plus efficace. C'est assez drôle parce qu'en général, on voit ici la consommation d'insectes comme une genre d'innovation, tandis qu'on s'entend, c'est plutôt un retour à la base. C'est tout simplement logique d'aller vers les insectes. Il y a des cultures, des places dans le monde que ça se fait depuis des millénaires, c'est parfaitement normal. Pour nous, ça l'est un peu moins. Moi, je trouve que ça a un certain avantage parce que ça amène un genre d'exotisme. Les gens sont toujours prêts à essayer de quoi de nouveau. On compare souvent les insectes, des crustacés, on va les comparer aux sushis en tant que tel. Des choses qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas quelque chose qui était bien vu auprès du public québécois, entre autres, mais que en ce moment, on paye très cher pour consommer. Bien, c'est ça, mais là, ça commence à changer la mentalité. Là, parce que aussi, le fait que toi et deux de tes amis décident d'aller dans l'élevage de grillons pour en faire la consommation. Moi, là, tu as commencé avec la farine, on reviendra avec les produits. Mais de prime abord, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens sont rendus là? Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Et pour toi, la réponse, c'est oui, les gens sont prêts à ça. Oui, de plus en plus, il y a énormément d'ouverture. Ça va très rapidement. Si on fait juste comparer à quand on a parti le projet, il y a à peine, il n'y a même pas 2 ans encore, concrètement pour la ferme actuelle. Au début, c'est sûr d'arriver à une personne qui n'a jamais entendu parler de cette pratique-là. On change un peu son monde. C'est dur à accepter du jour au lendemain. Mais plus qu'on prend le temps de se pencher sur la question, parce que nous, oui, il y a l'approche environnementale, mais on va beaucoup plus mettre de l'avant tout le côté, les propriétés de cet aliment-là. Qu'est-ce qui fait faire qu'une personne est gagnante d'aller chercher? Parce qu'on a un produit qui, justement, on vend surtout sous forme de poudre. Oui. Donc, c'est quelque chose de déshydraté et extrêmement concentré. Donc, c'est de dire qu'il y a des valeurs nutritionnelles là-dedans qu'on peut chercher à petite quantité, puis ça fait une grosse différence dans bien des carences alimentaires. Bien, justement, c'est quoi les bienfaits là, de consommer ces produits-là? Là? Ça nous donne plus d'énergie, plus de vitamines. C'est quoi le bienfait là, directement sur notre corps? Bien, à la base, c'est sûr, on peut pas
dénier la protéine en tant que telle. C'est le 2/3 de la poudre, c'est de la protéine en termes de poids. Donc, c'est une concentration qui est inégalable. C'est toutes les bonnes propriétés qu'on trouverait dans la viande habituelle parce qu'on retrouve tous les acides aminés essentiels pour en faire ce qui est comparable qui est pas comparable à plusieurs protéines végétales. Aussi, il faut que la personne ait varié ses sources pour être capable de se nourrir de façon aussi efficace. Sinon, ce qu'on vient souvent mettre de l'avant, c'est entre autres la vitamine B12, qui est une vitamine qu'on va retrouver dans la protéine animale de façon générale. Donc, les gens qui ont une alimentation qui limite la viande complètement ou partiellement vont souvent avoir des carences. Puis ça, c'est ce qui est intéressant dans notre poudre de grillon. On va en retrouver 1700 % des valeurs quotidiennes d'un simple petit 30 grammes. C'est donc dire qu'avec un petit peu, on peut aller en chercher. Sinon, il y a aussi le côté des probiotiques qui aident à tout ce qui est la flore intestinale, le système immunitaire dans son ensemble. Et sinon, on parle des minéraux en général, du fer, du calcium. On peut vraiment aller dans plein de directions. Là. Donc, on voit vraiment que c'est un produit là, qui a quand même plein d'effets positifs sur notre corps. Est-ce qu'on peut penser que dans le guide alimentaire, ça va se retrouver avec les viandes et substituts? C'est-tu là qu'on le mettrait? Ben moi, j'y crois, honnêtement. Peut-être qu'un jour, on va être rendu là. Ben oui. À la base, c'est le voir comme une alternative parmi tant d'autres. Déjà là, il y a eu un remaniement dernièrement. Ça a fait beaucoup parler par rapport aux produits laitiers. Donc, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Là. Ben oui. Parce que ça reste qu'un guide alimentaire, c'est beaucoup changeant d'une population à l'autre en fonction de qu'est-ce qu'on a d'accessibilité. La culture en tant que telle, on dit souvent, la nourriture, c'est d'abord avant tout une question de culture. Donc, l'avenir nous le dira. On le sait jamais. Et là, dis-moi, là, ça fait 2 ans, tu dis que tu es en opération, oui. L'entreprise qui fonctionne. Et comment ça a commencé, là, trouver les grillons tout d'abord? Est-ce qu'on va dans un champ, on commence à en mettre dans un bocal, puis après, allez-y, amusez-vous entre vous, et faites des bébés, puis là, t'as tous les criquets qui se retrouvent ici, les grillons? Le début était extrêmement simple. Ça part, on parle de au-delà de 3 ans. C'est un petit élevage expérimental qui était dans le sous-sol chez Antoine. Fait que mention spéciale. Dans une maison? Oui, exactement, dans le sous-sol. Donc, mention spéciale à la mère Antoine qui a accepté que ça passe et son père qui a beaucoup aidé aussi de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Antoine était encore aux études en train de finir son bac en chimie. Moi, j'étais aussi aux études en administration. Donc, on a eu beaucoup d'aide de ce côté-là, commencer à roder ça. Comment ça a parti? Une 50aine de grillons qu'on a achetés à l'animalerie. Ils se vendent des grillons vivants en animalerie pour nourrir les reptiles. Oui. Donc, de ces 50 grillons-là, on se retrouve avec les millions qu'on a aujourd'hui dans notre ferme qui ont passé de séquencer. Ah oui, OK. Fait que c'était quasiment ça, un échantillon, puis Exactement. Vous avez laissé ça aller. Et là, moi, quand j'ai visité quelques fermes, là, souvent, là, les agriculteurs donnent des noms à leurs animaux. Tu me vois venir? Oui. Est-ce que tu as donné des noms à tous ces beaux grillons-là? Non, c'était assez vite. Juste les 50 du départ, ça commençait déjà à être du travail. Là. On essaie de pas trop s'attacher. On s'entend, c'est un cycle extrêmement rapide. Donc, ben oui, bien justement, ça vit combien de temps, ça, ces grillons-là? Si on veut être optimal, de profiter aussi du fait que notre ferme est autosuffisante. On s'entend qu'il faut que l'accouplement se fait, qu'on ait assez d'œufs pour être capable de continuellement avoir des enclos qui sont autant garnis. Donc, on parle de 7 semaines. En 7 semaines, c'est le cycle complet qui va être fait de l'éclosion jusqu'à la transformation alimentaire. Ah, mais écoute, tu sais, financièrement parlant, ça peut devenir rentable quand même. Quand, tu sais, ton élevage se fait assez rapidement, là, c'est quand même un beau potentiel, là, c'est je trouve, le challenge ça se fait actuel de l'industrie. Là. Actuellement, c'est un des problèmes, tant qu'à moi, c'est qu'on essaie d'amener une alternative à la protéine, mais qui, côté coût, est dur à venir égaler à la viande. De ce côté-là, on s'en vante souvent qu'on est de loin les fournisseurs les plus accessibles ici au Québec, pour même pas dire au Canada ou au grand complet. Mais il faut continuer dans cette direction-là, donc être capable de diminuer les coûts de production. Puis, je dirais que dans l'industrie actuellement, les gros joueurs, c'est ça qui se passe. C'est de voir c'est qui va arriver avec le modèle le plus efficace le plus rapidement possible aussi, pour avoir au final, être capable de servir ce supplément-là, puis que côté coût, ça ne vienne pas porter problème aux différents transformateurs qui veulent l'utiliser comme alternative de protéines. C'est vraiment intéressant. On va continuer la discussion après cette petite courte pause et on revient avec Maxime Dionne. Merci. La petite histoire de l'entomophagie. L'entomophagie est la consommation d'insectes par les êtres humains. De nombreux peuples consomment des insectes, parfois recherchés comme des friandises. On a recensé plus de 1900 espèces, appartenant à 628 genres et 112 familles, consommées par 3000 ethnies différentes et faisant partie de la consommation alimentaire régulière d'au moins 2 milliards de personnes ou de la consommation plus opportuniste de 4 milliards de personnes. Les groupes d'insectes les plus consommés sont les coléoptères, des lépidoptères,
comme par exemple les chenilles, d'hyménoptères, comme par exemple les guêpes et les fourmis, des orthoptères, comme les grillons, et quelques autres groupes, dont les termites. Alors, de retour avec Maxime et Dionne. Dis-moi, Maxime, tu aurais pu aller dans d'autres productions d'insectes. Hein? Il n'y a pas seulement les grillons. Pourquoi vous avez choisi les grillons? Ou peut-être que vous aviez un autre insecte en tête au début puis ça n'a pas fonctionné? Il y avait deux grandes options, soit ceux-là qu'en ce moment, on voit qu'il y a plus de documentation, c'est soit les grillons ou les larves de ténébrions aussi, qu'on entend de plus en plus parler comme les vers de farine. Oui. De notre côté, c'est tout simplement qu'on voulait aller rapidement vers le grande échelle. Et la contrainte un peu du côté des larves de ténébrions, c'est que ça demande beaucoup de manipulation. Il y a si on va plus en Europe, il y a des places très avancées qui ont introduit énormément d'automatisation, ce qui permet d'y aller à grande échelle. Mais quand c'est fait un peu plus, si je peux dire, à l'ancienne, c'est que c'est de l'élevage vertical en tiroir qui va demander énormément en temps de main-d'œuvre. Fait que de notre côté, on savait qu'on était capable d'arriver avec un ratio de nombre d'employés versus les quantités annuelles qu'on pouvait produire en poudre d'insectes beaucoup plus importantes. Et sinon, il y a le côté acceptabilité. C'est quand on parle de grillons, c'est déjà plus charmant un peu que si on vient parler de larves en tant que tel. Donc, on a misé sur le grillon sur pour le commencer. grillon en tant que tel. Ouais. Et là c'est une grosse question. Tu n'es pas obligé de tout me dire, mais la mise en marché de ces produits-là, comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile d'approcher les épiceries, les épiceries fines aussi, en fait, toutes les entreprises qui peuvent vendre ces produits-là? Comment ça s'est passé? Bien, je dirais côté, mettons, pour ce qui est de l'acceptabilité, honnêtement, non, c'est pas vraiment compliqué. Il y en a plusieurs qui sont prêts à nous donner notre chance, puis on a été capable de démontrer assez rapidement qu'on mettait l'effort commercial, qu'on venait faire la représentation, qu'on s'en manchait pour que les consommateurs savent de quoi il est question, puis soient prêts à partir avec, à le prendre sur la tablette. Le vrai challenge, honnêtement, c'est vraiment plus un point de vue pour ce qui est de commercialisation alimentaire dans son ensemble. Donc, c'est pas nécessairement le produit, mais c'est d'embarquer dans la machine, dans le rouage à commercialisation alimentaire. C'est que c'est beaucoup en temps, c'est long avant d'arriver à notre objectif. Le problème avec ça, c'est que comme n'importe quelle entreprise en démarrage, mais au contraire, il faut qu'on soit capable de faire nos preuves rapidement. Si on a des investisseurs, on a des gens à qui il faut répondre à certaines exigences. Donc, c'est de jouer un peu dans tout ça. En plus, avec le challenge, oui, on arrive avec quelque chose qui est un peu plus hors du commun côté alimentaire. Mais est-ce qu'il y a des gros joueurs au Canada qui font la même chose que vous? Est-ce que vous devez vous battre contre ces gros joueurs-là, ces grosses entreprises de production-là qui ont peut-être plusieurs à côté à leur business, disons? Est-ce que tu sens ça un peu, la compétition un peu féroce? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. J'ai souvent dit même qu'on a été premier, qu'on peut dire ici au Québec, et commencé à commercialiser vraiment sur notre propre production. Mais oui, on voit déjà qu'il y a à se battre un peu, à se tirailler pour les tablettes, si je peux le dire ainsi. Là. Et il y a le leader en Amérique du Nord qui s'appelle Entomo Farm, qui est situé en Ontario. C'est tout juste à côté. Ça reste que nous, on a eu le plan d'aller vers exploiter le marché francophone qui était mal desservi, si je peux dire, de ce niveau-là, quand on a démarré le projet. Donc, c'était notre idée de base, puis d'arriver par la suite, d'être capable de se distinguer avec une qualité de produit qui allait être au-delà de ce qui est offert sur le marché actuellement. Bien, justement, là, vous allez aller dans un côté un peu plus spécifique. Dans quel sens que vous voulez apporter votre signature à vous? De quel sens qu'on peut le voir que vous avez un produit différent? C'est au niveau de la qualité du produit, à vouloir dire le séchage, tout ça, la production en tant que telle et la transformation fait que vous êtes différent? La qualité à la base de la poudre va dépendre de plusieurs facteurs qui vont jouer autant pendant la transformation que pendant l'élevage. La diète va avoir un gros impact, la diète qu'on donne aux grillons, bien sûr, et le procédé pour la déshydratation. C'est deux choses que juste là, on n'arrivera jamais avec le même produit similaire par rapport à un compétiteur parce qu'on n'a pas nécessairement le même procédé. Puis on a vu assez rapidement qu'on avait moyen d'avoir quelque chose qui était au-delà de la qualité qui était offerte actuellement. Donc, ça nous a permis de se faire une belle réputation ici au Québec et même à l'extérieur avec des clients transformateurs. Mais je dirais que sinon, c'est aussi par rapport aux décisions qu'on prend en lien avec comment on veut développer la marque. Là, oui, on parle de la fameuse poudre, qui est la matière première qu'on vend en grande partie, mais là, c'est d'aller entre autres vers les grillons assaisonnés. C'est de développer d'autres produits que exactement. Peut-être qui ne se retrouvent pas sur le marché en ce moment. C'est ça, exactement. Puis on peut aller vraiment dans n'importe quelle direction. On le vend aux transformateurs en lui disant que
ça s'ajoute à peu près à n'importe quoi. Toute chose, une recette dans laquelle il y a de la farine, on peut en substituer une partie, mettre la poudre à la place, on va enrichir le produit. Donc, des idées de transformation alimentaire, c'est pas ça qui manque chez nous en ce moment. Bien, c'est ça. J'imagine que vous en avez plusieurs idées. Est-ce que ça t'est arrivé de goûter les autres produits d'ailleurs pour comparer au goût? Est-ce qu'on fait ça pour savoir, mettons, hey, ma farine est bien meilleure que celle de l'autre? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Vous goûtez aux produits, là. Oui, puis même surtout dans les débuts, quand on a parti, qu'on faisait l'étude de marché et tout, il fallait comparer. Fait que oui, on a eu beaucoup d'échantillons en lien avec des producteurs, autant au Canada qu'aux États-Unis, entre autres, et même un peu d'Europe, pour voir un peu dans quoi qu'on s'embarquait puis qu'est-ce qu'on voulait viser comme type de qualité. Et là, c'est, bon, encore, on le répète, ça fait 2 ans que c'est en fonction. Vous êtes 3 là-dedans. Vous avez aussi des personnes extraordinaires qui vous aident, hein? Entre autres, le père d'un des propriétaires qui est là vraiment pour vous. Mais c'est beaucoup de travail, hein? Tu sais, être entrepreneur, partir une entreprise comme celle-là, combien d'heures vous travaillez à peu près par semaine? Honnêtement, on préfère pas le compter. Parce qu'à la base, je dirais qu'on se voyait beaucoup au début comme étant un producteur de poudre d'insectes. On avait oublié le côté que c'était d'abord et avant tout de l'élevage. Donc, on a compris assez vite qu'on était d'abord et avant tout des agriculteurs, qu'on était des éleveurs. C'était vraiment là que le challenge était, c'est vivant. Donc, peu importe la grosseur de la bête, si je peux me permettre de le dire ainsi, bien, c'est du travail constant. N'importe quel fermier comprend ce concept-là. Ouais. Puis, c'est aussi que, oui, on part une compagnie, on part une entreprise, mais on part un marché en même temps. C'est là que le challenge est supplémentaire encore. Bien, là. Oui, c'est ça. Fait que ça demande de mettre encore plus la main à la pâte. Mais étant donné que c'est le début, tu n'as pas le choix. Là. Tout est en travail. C'est de faire l'élevage, de faire la production, mais de faire aussi la mise en marché. Donc, c'est beaucoup. Il ne faut pas lâcher le morceau. Là, non, parce que tu sens de toute façon qu'il y a un engouement. Là. Ouais, ben, je dis souvent, il est trop tard pour lâcher. Avec toute l'énergie qu'on a mis, on va y aller jusqu'à la fin. Là. Oui. Mais oui, c'est sûr. Je dirais comme n'importe quel entrepreneur, c'est sûr qu'on y goûte surtout au départ. Il n'y a personne qui s'en sauve. Là. On sait très bien ici, on est 3 comme effectif, on pourrait être 6 facilement, puis tout le monde aurait un travail à temps plein, mais c'est la réalité d'un start-up nous amène à autre chose. Ben oui, tout à fait. Et là, on est dans une usine, dans une ferme d'élevage de grillons, mais vous n'allez pas rester ici, hein? Vous avez des plans de déménagement parce que, bon, c'est pas assez complet comme installation pour vous, là, puis vous voulez aller plus dans la robotisation, c'est ça? Entre autres. À la base, il faut savoir, Entomo DSP, c'est un projet sur plusieurs phases. La phase actuelle, ici, on est à la phase 1, soit la première ferme, on peut dire, au Québec, d'élevage de grillons à grande échelle, mais ça reste qu'on dit souvent, c'est notre laboratoire. Okay. C'est surtout une place de recherche et développement. Fait que là-dessus, c'est sûr qu'on limite, entre autres, l'accès au public à cause de toutes les notions de secret industriel, si je peux dire. Il y a énormément d'énergie qui sont mis à la recherche et au développement. Et oui, le but final, c'est, avec le procédé qu'on est en train de développer, c'est de mettre sur pied une ferme construite sur mesure. Il y a énormément de fermes, même à gros volume au Canada, aux États-Unis. Souvent, c'est des bâtiments qui ont été récupérés, qui ont été retapés puis restructurés autrement. Nous, ça serait vraiment une première de dire qu'on construit une ferme en conséquence des besoins pour un élevage de grillons. Puis ça, c'est en préparation? Exactement. C'est le projet sur la table. On est sur le point de lancer, si je peux dire, une phase de recherche beaucoup plus avancée, vraiment pour finaliser tout ce qu'on a besoin de savoir côté, surtout confirmation d'acquis avant l'investissement pour la ferme sur mesure. Alors, là, on va faire une courte pause et c'est ça va être le moment de vous présenter les produits. Et je pense qu'on va pouvoir en déguster, Maxime? Bien sûr. À tout à l'heure. La petite histoire du grillon. Le chant de ces insectes se nomme stridulation. Il est l'attribut exclusif des mâles. Pour striduler, la plupart des grillons soulèvent leurs ailes supérieures à un angle d'environ 45 degrés par rapport à leur corps. Ils frottent ensuite très rapidement les bords internes des ailes l'un contre l'autre. Ces 2 ailes possèdent des structures spéciales pour créer et amplifier les sons. L'espace créé entre les ailes soulevées et le corps de l'insecte constitue aussi une caisse de résonance pour la stridulation. Les grillons possèdent un répertoire mélodique très varié qui a pour but de délimiter le territoire, d'éloigner les autres mâles, d'attirer les femelles et de les inciter à l'accouplement. Le chant peut aussi servir à établir la supériorité d'un grillon mâle sur un autre au cours d'une compétition sonore. Alors, nous sommes dans la salle de transformation alimentaire où se préparent tous ces beaux grillons.
Là, on parle de la transformation. On est rendu là dans notre entrevue. Parle-nous un peu de comment ça se fait, là, la transformation de grillon, sans donner tous les secrets. Là, hein? Donc, c'est quoi les étapes? Bien, tout d'abord, dire plutôt quand on était dans l'espace de la ferme, c'est ce qu'on appelle la fameuse zone 1. À partir du moment où on rentre dans la pièce juste ici à côté, la zone 2, c'est la partie où on vient assainir le grillon, si je peux dire. On vient de passer à l'abattage. C'est le meilleur terme qu'on peut utiliser. C'est quand même cute de dire l'abattage de grillons, là. Oui, bien, il faut spécifier que c'est fait de façon parfaitement éthique. Là. On vient tout simplement les endormir avec un gaz alimentaire. De la façon qu'un grillon va respirer s'il y a toutes les parts de son peau, de son corps. Donc, il va tout simplement s'endormir tranquillement. Puis... Fait qu'on appelle ça le bien-être animal. Exactement. Ça reste de ce côté-là. On pourra en apprendre à bien d'autres industries dans la viande. Là. Puis... Dans la zone 2, c'est tout simplement toutes les étapes qui vont être nécessaires pour pouvoir considérer le grillon comme étant propre à la consommation humaine. Donc, à partir du moment où il rentre dans la zone 3 ici, même s'il n'est pas déshydraté, il est déjà propre à la consommation. On pourrait déjà le vendre comme on fait des fois avec des restaurateurs en version congelée. C'est ça, il y a une demande là, pour ça aussi, d'avoir les grillons sans vraiment les transformer. Tu les congèles et tu les envoies. C'est un plus petit marché, mais il y en a qui aiment avoir plus de liberté pour le côté appréciation du grillon, tout simplement. Sinon, en grosse majorité, oui, c'est la déshydratation. On va venir torréfier le grillon parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'une déshydratation à trop longue durée, on va aller chercher un goût qui est moins intéressant pour le consommateur. Tandis que là, on est capable d'aller chercher un peu plus ce que les gens vont souvent appeler l'arrière-goût de noix grillées, de farine grillée. C'est ce qui revient le plus comme commentaire. Et par la suite, une fois que les grillons sont sortis, sont déshydratés, en grande partie, on va les broyer pour faire la poudre. On a un procédé de tamisage et tout pour s'assurer d'avoir un produit extrêmement fin qui va être de bonne qualité parce qu'on a des transformateurs qui ont des contraintes en particulier ou qui ont besoin d'une poudre extrêmement fine. Par exemple, pour faire des shakes instantanés pour sportifs. Là. Donc, on a toutes les sortes, fait qu'on s'assure d'avoir une poudre qui va faire pour l'ensemble de la demande. Fait que là, on va parler des produits. Là, on a parlé beaucoup de la poudre de grillon, mais là, on peut consommer les criquets entières. Hein? On les voit, les petites bébites. Et là, c'est à saveur. Tu as trouvé des saveurs pourquoi, dans le fond, tu as voulu créer des saveurs pour accompagner les grillons? Est-ce que c'est pour faire moins peur aux consommateurs, pour y aller doucement, tu sais? Je dirais même le contraire. Quand les gens voient la texture en partant, il y a un petit peu plus de challenge, on s'entend. Mais à la base, c'est de dire que oui, ça a tout été à 95 % on vend sous la forme de poudre. Mais certains consommateurs demandaient déjà avoir des grillons entiers qui pour que ce soit un peu plus, je dirais, pour le côté exotique, justement, dans l'assiette des restaurateurs, d'avoir une décoration et tout ce qui vient avec. Les gens vont souvent aussi se lancer au défi d'en manger entre eux. C'est quand même intéressant. Puis le côté des grillons assaisonnés, c'est tout simplement que pendant qu'on fait la transformation, pendant qu'on fait la déshydratation, le fait de l'assaisonner avec, mais c'est qu'au final, on va aller chercher une texture qui ressemble énormément aux chips. Mais c'est encore mieux parce que là, on se retrouve avec quelque chose qui a le même goût, la même texture, mais on n'a pas les mauvais côtés. Mais non, c'est beaucoup plus santé. Exactement. Là, on n'a pas les glucides, mais on a full protéines, on a tous les bons nutriments qu'on parlait tantôt. Donc on n'a pas les gras trans, hein? Puis en plein ça. Bon, on le sait, là, les chips, là, on ne va pas dire que c'est un aliment santé. Mais les grillons, oui, par exemple. On tombe pas mal plus dans la catégorie collation santé avec ça, justement. Puis pour revenir avec la poudre de grillon, tu as parlé de mettre ça peut-être dans un truc de santé, un smoothie ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut mettre ça comme avec de la farine normale puis faire des crêpes, des trucs comme ça? Est-ce que le monde sont rendus là? Oui, bien, ça se fait de plus en plus, même que c'est la façon souvent que les gens, que la première fois qu'ils veulent essayer, c'est comme ça, c'est de l'avoir déjà d'introduire dans quelque chose, ça leur fait beaucoup moins peur. Ça permet de les rassurer un peu, si je peux dire. Il y a quelques produits de transformateurs québécois déjà qui vendent en épicerie. On a les bars, entre autres, qu'on entend souvent parler, énergétiques. Oui. Mais ça reste que je trouve que ça ne vient pas monter le plein potentiel. Encore mieux, c'est quand on a justement des gens dans des pâtisseries qui vont commencer à s'en servir parce que là, on constate à quel point que ça vient aucunement impacter le goût. Fait qu'on sait qu'on a quelque chose de plus sentant entre les mains. Puis en plus, ça vient pas jouer par rapport à la qualité du produit. Donc, c'est le meilleur des cas. Fait que donc, toute chose dans laquelle il y a de la farine, à la base, on peut. Fait qu'on va dans n'importe quelle direction. Ça. Ou encore mieux, de façon plus simple, pour monsieur, madame, tout le monde, que ce soit les smoothies, les potages, gruyots, n'importe quelle chose que moindrement, un liquide moindrement onctueux, on peut venir le marier avec, ça va faire très bien aussi. Mais là, pourquoi il fait chaud comme ça ici, là? Moi, je suis en train de mourir de chaleur, là. C'est pourquoi? C'est à cause du four, hein? Ça fonctionne tout le temps. L'ensemble de la production, ici, on s'entend même côté élevage, il faut s'attendre à être dans une place vraiment plus chaude, mais justement, ici, le challenge, écoute, surtout pour Charles. On s'en doute pas, là, à quel point il fait chaud ici, mais oui, il fait extrêmement chaud. Et là, moi, je suis prête.
Moi, je suis prête, Maxime. Je veux goûter à un produit, à un grillon. Tu me fais goûter les produits séchés, j'imagine? Oui, justement, on a des grillons qui n'ont pas encore été broyés, fait qu'on a à l'état solide, entier plutôt. Oui. Donc, c'est le meilleur moment pour se gâter. Donc, à toi l'honneur. Hey! C'est la première fois? Non, j'avais déjà goûté. OK. Je ne vais pas mentir aux téléspectateurs, mais quand même, là on parle de grillons, il faut en manger. Exactement. Est-ce qu'il faut faire attention aux petites pattes qui ne se ramassent pas dans les dents? Ça revient souvent comme question. Non, en général, il n'y a pas de danger. Ben, c'est comme n'importe quelle chose, on peut arriver et peut avec tout avoir, c'est ça. un petit morceau là, de grillon Ben entre les non, dents. à la base, c'est pas de quoi qui va être plus contraignant comme aliment qu'un autre. Puis il faut pas avoir peur, là. Tu sais, on peut pas penser que là, en crunchant, là, c'est sec, là, c'est pas juteux, là. Il n'y a pas de produit liquide là, qui sort de ça. Là. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont prêts à manger la poudre directement comme ça pour essayer, mais ils ont peur de l'entier. Mais à la base, c'est quasiment drôle, plus intéressant parce qu'on se rapproche plus d'une chips, tandis que l'autre, c'est comme se mettre de la farine en bouche. C'est extrêmement pâteux, c'est sec. Fait que tant qu'à moi, c'est la meilleure façon d'y goûter. Oui, le côté, l'aspect, c'est une barrière mentale, c'est pas naturel pour nous, mais je prends souvent le temps de dire aux gens un peu, comparer des crevettes, des escargots, c'est vraiment pas plus beau, puis pourtant, on n'a pas de problème avec ça. Voilà, exactement. Là, j'imagine que toi, là, Maxime, là, quand tu écoutes un film, il n'y en a plus de chips chez vous. Là. Hein? C'est juste des sacs de grillons. Ah, de plus en plus, vu qu'on fait beaucoup de tests présentement, on en a passé, fait qu'on se gâte avec ça, oui. Fait que là, c'est le moment tant entendu. Moi, je ferai un chin avec toi. Sans problème. Santé. Santé. Frais cuits en plus, c'est les meilleurs. Puis tu sais, c'est pas super goûteux, là. Regarde, je vais t'en prendre un autre. Très bon. En plus, ceux-là avec les petites pattes en arrière sont délicieuses. Fait que c'est dire à quel point qu'une fois qu'on rajoute un simple assaisonnement, on va arriver avec un goût très comparable à des chips plus classiques. Mais même comme ça, il n'y a rien, là. C'est super bon. Franchement. C'est pas pour rien, là. Sur la carte d'affaires, là, dans Tomo DSP, c'est marqué la ferme de l'avenir. Donc, ça montre que vraiment, là, vous êtes tout à fait là, en plein dans le mille présentement. Non, c'est ça. Il faut tout le temps essayer de se placer un peu. Les agriculteurs ne vont pas nécessairement nous voir comme des fermiers. C'est toujours dépendant à qui on s'adresse. On essaie de montrer, c'est oui, on est une ferme. D'abord, avant tout, c'est ce qu'on veut montrer qu'on est, mais qu'on s'en va vers qu'est-ce que l'agriculture va être et non pas qu'est-ce qu'elle est actuellement. On l'a toujours dit, notre but, c'est pas de faire la guerre à la viande ou peu importe, c'est tout simplement d'amener des nouvelles alternatives, montrer qu'on peut se débrouiller, c'est de tout simplement varier côté alimentation. C'est un plus pour tous. Vous êtes visionnaire. Exactement. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir ouvert les portes de votre entreprise. Ça fait plaisir.